Bonjour, je suis le professeur Maurice Tardif de l'Université de Montréal. Ça me fait plaisir d'être avec vous malgré la distance physique qui nous sépare, c'est-à-dire un océan et aussi un certain décalage horaire. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous et d'intervenir aujourd'hui dans le colloque sur la professionnalisation de l'enseignement conçu dans une perspective politique et comparative. Je remercie mes collègues français de me donner l'occasion de m'adresser à vous sur ce thème-là qui est bien sûr au cœur des enjeux de la profession enseignante depuis plusieurs décennies, comme je vais le montrer. Les organisateurs du colloque m'ont demandé d'intervenir sur la thématique de la professionnalisation en Amérique du Nord, notamment au Canada et au Québec, territoires avec lesquels je suis très familier, et aussi de faire éventuellement des liens avec l'Europe et d'aborder également les enjeux liés à la formation des enseignants. Bien sûr, ça fait beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets à aborder en très peu de temps. Je voudrais parler peut-être 30 à 40 minutes là, pour ne pas vous épuiser. Donc, je vais essayer de vous présenter des caractéristiques du modèle professionnel nord-américain et par la suite faire des liens avec le modèle européen. Mais si vous le permettez, avant, peut-être que la plupart d'entre vous ne me connaissaient pas, je voudrais quand même prendre quelques minutes pour me présenter parce que les sciences sociales étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles sont liées à des traditions locales et nationales, il est important de savoir d'où la personne parle. Donc, je suis québécois, canadien et par conséquent extrêmement influencé par les recherches nord-américaine sur la profession enseignante, notamment dans le cadre de la sociologie des professions. Depuis le milieu des années 80, j'ai consacré de nombreux travaux à cette question-là. Je me suis intéressé d'abord à l'évolution globale de la profession enseignante et à la fin des années 1990, je me suis penché plus spécifiquement sur le travail enseignant au quotidien. Je crois que c'est un livre qui est assez bien connu dans le monde francophone en Europe. Par la suite, j'ai poursuivi mon travail. Je me suis intéressé aussi à d'autres groupes d'acteurs scolaires que les enseignants eux-mêmes. Pourquoi? Parce que l'école nord-américaine ne se limite plus depuis longtemps au seul personnel enseignant. En réalité, en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, les enseignants ne forment qu'un agent scolaire sur deux. Donc, on a vu émerger et se développer parfois de manière extrêmement rapide des groupes d'acteurs scolaires qui entourent les enseignants. Ces groupes forment deux grandes catégories. C'est les professionnels non enseignants, par exemple les psychologues scolaires, les enseignants spécialistes qui travaillent avec les enfants en difficulté, les conseillers pédagogiques en tout genre, etc. Et une autre groupe est constitué du personnel qu'on appelle technique et paratechnique qui ont connu ces deux dernières décennies un essor extrêmement important. Donc, j'ai consacré avec un de mes collègues, Louis Levasseur, un ouvrage qui a été publié en 2010 au PUF sur cette question-là qui s'appelle « La division du travail éducatif, tendance nord-américaine » et dans lequel ouvrage j'ai aussi, je me suis forcé de caractériser la division du travail éducatif, notamment en France. Bref, je m'intéresse depuis longtemps à la question de la professionnalisation des enseignants et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de trois thématiques. La première thématique, c'est celle de la professionnalisation de l'enseignement en Amérique du Nord. Je voudrais vous montrer dans cette première partie-là que la thématique de la professionnalisation est déjà une histoire ancienne, qu'elle remonte en réalité au 19e siècle. Dans un deuxième temps, je vais aborder certaines différences cruciales, à mon avis, entre les conceptions de la professionnalisation de l'enseignement en Amérique du Nord et celles qui sont véhiculées la plupart du temps en Europe. Et là, j'ai en esprit l'Europe francophone, c'est-à-dire la France, la Belgique et la Suisse. Et je vais terminer par un certain nombre de considérations à propos de la question où s'en va la professionnalisation, notamment sur le plan des tensions et des contradictions qui la traversent. Et vous allez le voir, je suis assez pessimiste par rapport au mouvement de professionnalisation des enseignants en Amérique du Nord. Beaucoup de chercheurs, notamment en Europe, croient que la professionnalisation de l'enseignement a débuté dans les années 80.
Effectivement, dans les années 80, il y a eu un certain nombre d'événements importants aux États-Unis. Il y a eu des rapports, notamment un rapport célèbre qui s'appelle Nation at Risk, qui montre que l'école américaine, l'école états-unienne est en crise, qu'il s'agit d'une école faible. Et qu'une des principales causes de cette faiblesse serait le personnel enseignant qui est mal formé, mal préparé et qui, en réalité, ne semble pas très compétent lorsqu'on le compare aux enseignants des autres pays. C'est l'époque, je vous remets dans la situation de l'époque, c'est l'époque des premières grandes enquêtes internationales. Et ces enquêtes-là montrent que les étudiants américains de l'école primaire et secondaire sont un peu les cancres. Ils arrivent à la queue des pelotons internationaux. Et donc, les Américains se réveillent, ils proposent une série de rapports extrêmement importants qui viennent de groupes qui existent depuis longtemps, notamment la Carnegie Foundation et le Holmes Group qui existent depuis le 19e siècle. Et ces groupes-là proposent de professionnaliser l'enseignement. Donc, ce phénomène-là se déroule dans les années 80 et dans les décennies qui vont suivre, il va prendre une ampleur mondiale, il va bien sûr rejoindre tous les pays anglo-saxons très rapidement. Et par la suite, l'Europe et finalement l'Amérique latine aujourd'hui, il existe sur le plan international. Quand vous lisez les rapports de l'OCDE ou de l'UNESCO, partout à travers la planète, les systèmes de formation des maîtres prétendent, à tort ou à raison, former des professionnels. Cependant, il faut savoir que ce discours sur la professionnalisation est beaucoup plus ancien que le discours qui a émergé dans les années 80. Je ne veux pas vous faire l'histoire du mouvement de professionnalisation en Amérique du Nord, mais simplement attirer votre attention sur son ancienneté. En réalité, dès le début du 19e siècle aux États-Unis et au milieu du 19e siècle au Canada, le Canada étant à l'époque largement formé du Québec et de l'Ontario, ce qu'on appelle le Bas-Canada et Haut-le-Canada à l'époque. Donc, dès ce moment-là, on commence à parler de professionnalisation et de professionnalisation de l'enseignement. Par exemple, en 1950, le surintendant de l'instruction publique, qui est l'équivalent du ministère de l'Éducation, du ministre de l'Éducation actuel, Jean-Baptiste Maillard, souhaite que les enseignants deviennent des professionnels. En Ontario, le fondateur de l'école publique, Ryson, déclare dans ses écrits que les enseignants devraient se professionnaliser. Pourquoi cette tendance-là émerge au 19e siècle? Je pense qu'il y a trois phénomènes importants qui se mettent en place au 19e siècle et qui vont continuer jusqu'à nos jours. Le premier phénomène, c'est l'émergence des premières grandes corporations professionnelles. On voit apparaître entre le début du 19e siècle et la moitié du 19e siècle un ensemble de premières corporations professionnelles et le fer de lance de ces corporations-là, c'est le corps médical. Le corps médical devient une corporation professionnelle dès le début du 19e siècle aux États-Unis, dans plusieurs États, et au Québec et au Canada, dès la moitié du 19e siècle, donc en 1847 au Québec exactement, les médecins sont institués comme une corporation de droit public, ce qu'on appelle aujourd'hui un ordre professionnel. Donc, à côté des médecins, vont apparaître d'autres groupes, par exemple en droit, en ingénierie, en santé publique, etc. Donc, dès le 19e siècle, on voit émerger des corps de travailleurs qui revendiquent un statut de professionnel et qui obtiennent ce statut-là des États américains et des États canadiens. Parce que vous devez savoir qu'au Canada et aux États-Unis, l'éducation relève des États locaux ou des provinces. Les gouvernements fédéraux américains et canadiens interviennent très peu en éducation. C'était vrai au 19e siècle, c'est vrai au 21e siècle, même s'il y a des tendances à essayer de réguler l'éducation au niveau fédéral. En réalité, c'est vraiment un niveau étatal et provincial. Donc, ces groupes-là qui apparaissent, notamment les médecins, vont servir de modèle à plusieurs autres groupes pour revendiquer un statut de professionnel. Les enseignants sont déjà attirés par le modèle corporatiste des médecins. Autre phénomène important qui se met en place à la moitié du 19e siècle au Canada et aux États-Unis, début plutôt du 20e siècle aux États-Unis, on voit se développer l'école publique étatisée. C'est-à-dire que les États qui étaient larvaires au 18e siècle dans le monde nord-américain, vont prendre une ampleur de plus en plus importante au 19e siècle et une de leurs premières actions sera d'incorporer l'éducation
dans le domaine public et de créer un système scolaire. Or, cette création-là va s'accompagner de nouvelles exigences. L'État va réclamer une formation plus élevée et plus étoffée des enseignants. On va exiger également une main-d'œuvre enseignante capable d'un travail qu'on peut appeler rationnel, c'est-à-dire régi par des normes, des règles, des programmes. Les enseignants ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent plus apprendre leur métier sur le tas, ils ne peuvent plus se fier à leurs expériences, leurs intuitions ou leurs instincts pour enseigner. Ils sont intégrés dans un appareil d'État qui progressivement exige d'eux une expertise pédagogique et la capacité d'adapter des démarches rationnelles, notamment à travers la mobilisation des curriculums, la division des matières scolaires, l'organisation de l'école par degrés, qui n'existait pas avant. Bref, il y a une rationalisation du travail enseignant qui s'accompagne d'une montée en force de l'expertise ou d'une demande de l'expertise pédagogique des enseignants. Finalement, dès le 19e siècle aux États-Unis et vers la fin du 19e siècle au Canada, on observe l'essor aussi des universités comme instance de légitimation, de connaissances profanes socialement efficaces fondées sur la rationalité scientifique. Ce phénomène-là est nouveau parce que dans les anciennes corporations médiévales ou dans les anciens groupes de travailleurs du 18e siècle, l'université n'était pas une instance de légitimation de savoir socialement efficace. C'est à partir du 19e siècle qu'elle va devenir et qu'elle va octroyer à des groupes, notamment les médecins en premier lieu, une aura scientifique sur laquelle à partir de laquelle ils vont justifier leur expertise. Bien sûr, ce que je décris, c'est des tendances qui vont s'étaler sur un siècle. Elles commencent au 19e siècle, au début du 19e siècle, à la moitié du 19e siècle au Canada, et elles vont s'étaler sur un siècle. Au Canada, il est important d'observer que le discours de la professionnalisation de l'enseignement débute notamment au Québec dès les années 1845 et s'étale jusqu'aux années 1945. Dès le 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle, des enseignants, des regroupements d'enseignants qui poursuivent des projets de professionnalisation s'engagent dans un processus pour être reconnus. Ils suivent sensiblement le même modèle que les médecins, c'est-à-dire qu'ils veulent créer des journaux professionnels, ils veulent que leur formation soit reconnue par l'État et que pour enseigner, il faille obligatoirement suivre cette formation-là. Bref, il y a des mouvements plus ou moins sporadiques de tentatives de professionnalisation des enseignants dès la moitié du 19e siècle. Ces mouvements-là vont conduire en 1946 au Québec à la création de la Corporation des instituteurs et institutrices catholiques du Québec. Donc, c'est une corporation au sens de la Corporation des médecins, la Corporation des avocats ou la Corporation des ingénieurs, qui réunit à l'époque, en 1946, donc immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, les principales fédérations d'enseignants du Québec. Donc, à peu près tous les enseignants en font partie et la CII, donc la Corporation des instituteurs, se conçoit largement comme une organisation professionnelle. Il faut dire, pour laisser une part à la vérité historique, que la corporation de l'époque est aussi traversée par une tension entre la syndicalisation et la professionnalisation. Pourquoi? Parce que les enseignants de l'époque, au Canada, au Québec, aux États-Unis, souvent vivent des conditions de travail très déplorables à tout point de vue. Le travail enseignant est par définition un travail précaire, c'est un travail féminin, la stabilité d'emploi est à peu près inconnue, les femmes enseignent pendant quelques années, lorsqu'elles se marient, elles quittent l'enseignement, les conditions de salaire sont souvent déplorables, les enseignants sont moins payés que les ouvriers des usines. L'industrialisation, pendant la période dont je vous parle, du 19e à la moitié du 20e siècle, se développe. Bref, il y a une tension qui habite les mouvements professionnels au Québec, mais aux États-Unis, c'est la tension entre la professionnalisation et la syndicalisation. Donc, la Corporation des enseignants au Québec, et on trouve le même phénomène au Canada et aux États-Unis, va se maintenir jusqu'à peu près au milieu des années 60. C'est à cette époque-là aussi que la formation des maîtres est intégrée à l'université au Québec.
Elle va être intégrée au Canada anglais dès les années 40-50 et aux États-Unis, parfois, selon les États, dès les années 1920, 1930 ou 1940. Donc, il y a un lien étroit entre la professionnalisation et l'universitarisation. Comme je le disais précédemment, l'université est une instance de légitimation de l'expertise professionnelle. C'est l'institution qui, dans la société nord-américaine, attribue à un groupe de travailleurs la légitimité de son expertise basée sur un fondement scientifique. Donc, les enseignants sont déjà engagés en Amérique du Nord dès les années 20, notamment les enseignants du secondaire, dans cette universitarisation qui va se déployer décennie après décennie. Au Québec, elle intervient dans les années 60. Donc, partout en Amérique du Nord, à partir des années 60, tous les enseignants nord-américains sont formés à l'université. Donc, c'est un mouvement d'abolition des écoles normales là, qui va s'étaler sur quelques décennies à partir des années 30 aux États-Unis et jusqu'aux années 60 au Canada et au Québec. Dans les années 60-70, comme en Europe, comme en France, comme aux États-Unis, vous vous souviendrez, cette époque-là, mai 68, etc., les occupations des grandes universités en Californie, la professionnalisation de l'enseignement fait long feu parce qu'elle est remplacée par un syndicalisme de combat. Les enseignants canadiens, les enseignants nord-américains, les enseignants européens se radicalisent et revendiquent des meilleures conditions de travail et d'une certaine façon, en Amérique du Nord, ils vont se rapprocher de la classe ouvrière. Par exemple, au Québec et au Canada, les grands syndicats d'enseignants, qui sont par exemple au Québec un syndicat national qui regroupe tous les enseignants, va faire alliance avec les syndicats ouvriers de la province. On va trouver des phénomènes analogues aux États-Unis. Donc, il y a un rapprochement du corps enseignant dans les années 60-70 avec le monde ouvrier. Il y a un déplacement de la problématique de la professionnalisation vers une problématique de la syndicalisation. Encore aujourd'hui, cette tension-là entre syndicalisation et professionnalisation est au cœur du corps enseignant nord-américain, qui oscille souvent entre les deux possibilités, soit une syndicalisation, soit une professionnalisation. Et finalement, c'est à partir des années 80, comme je le mentionnais tantôt, une fois que les Américains ont lancé leur mouvement de professionnalisation, qu'on va retrouver au Québec et au Canada une relance du projet de professionnalisation. Donc, ce qui se passe dans les années 80, ce n'est pas une nouveauté, c'est la réactualisation d'une tendance beaucoup plus ancienne. Donc, ce serait la conclusion de ma première partie de ma présentation d'aujourd'hui. J'aimerais attirer votre attention, vous qui êtes Européens, Français, là, sur ces éléments-là, pour bien situer la thématique de la professionnalisation nord-américaine. En Amérique du Nord, la professionnalisation de l'enseignement ne débute pas dans les années 80. Ce n'est pas un phénomène récent. En réalité, ce qui se passe dans les années 80, c'est vraiment une réactualisation d'une tendance plus ancienne qui a pris au fil des décennies et des siècles des configurations différentes selon les États et les pays, le Canada, les États-Unis ou l'Europe. On ne peut pas non plus, comme je l'ai indiqué d'entrée de jeu, isoler le mouvement de professionnalisation des enseignants du mouvement de professionnalisation des autres groupes de travailleurs. Au contraire, on constate que depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant, un accroissement du nombre de groupes professionnels et de corporations professionnelles en Amérique du Nord. Par exemple, depuis les années 60, le nombre de groupes professionnels a été multiplié par 5 en Amérique du Nord et par 4 au Québec. Les professionnels constituent aujourd'hui près de 15% de la main-d'œuvre active en Amérique du Nord. Et là, je parle de professionnels reconnus dans des ordres professionnels, dans des corporations professionnelles. Je ne parle pas de professionnels autoproclamés, là. Je parle de professionnels légalement reconnus par les États. Donc, l'enseignement n'est pas un phénomène isolé, il se situe dans ce processus de professionnalisation des occupations, pour reprendre un terme de la sociologie américaine.
Et la professionnalisation de l'enseignement, par conséquent, doit être lue en relief avec ce processus d'ensemble-là. On pourrait dire que ce phénomène, ce processus-là historique, rejoint en partie les thèses du célèbre sociologue allemand Max Weber, qui montrait que les sociétés modernes étaient soumises à un processus de rationalisation et qu'on voyait émerger aussi bien dans les États que dans les entreprises privées que dans le domaine public des groupes d'experts qui s'appuyaient sur des connaissances profanes, des savoirs profanes pour mettre en place des pratiques de travail rationnel. Mais les professions en Amérique du Nord représentent précisément le fer de lance de ce mouvement d'expertise et de rationalisation de la vie sociale. Autre point important que j'ai souligné d'entrée de jeu tantôt, la professionnalisation de l'enseignement, et toutes les professions, c'est la même chose, doit être comprise dans la dynamique entre la profession et l'État et la profession et l'université. Il n'y a pas de professionnalisation sans université. Il n'y a pas de professionnalisation sans reconnaissance de l'État qui délègue à un groupe de travailleurs l'autorité légale pour poser des actes et agir en fonction d'un titre professionnel, par exemple celui d'enseignant, de dentiste ou de médecin. Donc, la professionnalisation de l'enseignement elle est étroitement liée, à mon avis, à la dynamique qu'entretient le corps enseignant à la fois avec l'État et avec les universités. Par exemple, on constate que plusieurs ordres professionnels, depuis une trentaine d'années, donc depuis les années 80, n'émanent pas de groupes d'enseignants, mais ont été carrément imposés par des États. Je vous donne les exemples, par exemple au Canada. L'Ontario, c'est la province la plus populeuse et la plus riche du Canada. Il existe un ordre professionnel depuis 1996. Cet ordre-là n'était pas revendiqué par les enseignants. Il a été imposé par le gouvernement ontarien, notamment un gouvernement largement néoconservateur. En 1986, en Colombie-Britannique, une autre province canadienne complètement à l'ouest, très riche aussi, c'est le gouvernement qui a imposé la création d'un ordre professionnel et non pas les anciens qui le réclamaient. Au Québec, en 2001, des groupes d'enseignants qui s'appuyaient sur des universitaires et une partie du gouvernement ont essayé de créer un ordre professionnel et cela a suscité une énorme réaction de résistance de la part des enseignants. Donc, souvent, les ordres professionnels n'émanent pas de groupes d'enseignants, mais émanent du pouvoir étatique. Dans beaucoup de pays, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Écosse, en Angleterre, dans certains États américains, donc il y a une dialectique complexe entre le pouvoir étatique et les groupes d'enseignants. Dans certains pays, par exemple comme l'Écosse, les enseignants accueillent positivement un ordre professionnel, alors que dans d'autres régions du monde, je citais l'exemple de l'Ontario ou du Québec, tantôt les enseignants s'y opposent. Donc, conclusion de ma première partie, il est important de comprendre que la professionnalisation n'est pas un mythe récent, comme disait mon collègue Raymond Bourdon qu'il y a une trentaine d'années dans ses textes, ce n'est pas une mythologie récente, d'une certaine façon c'est une ancienne mythologie qui renaît dans les pays à diverses périodes. Donc c'est un processus d'ensemble qui traverse nos sociétés nord-américaines et qui touche profondément l'enseignement. Je voudrais aborder maintenant la seconde partie de ma présentation et discuter de ce qui me semble être quelques différences, discuter rapidement, brièvement, de ce qui me semble être quelques différences, à mon avis, très importantes entre la conception nord-américaine des professions et ce que je vois être, en tout cas, ce qui est véhiculé souvent dans les pays francophones européens sur la professionnalisation des enseignants. Lorsqu'on parle de professionnalisation en Amérique du Nord, de quoi parle-t-on? Bon, il faut savoir qu'en Amérique du Nord, la sociologie a développé un courant spécifique dès le début du 20e siècle qui s'appelle la sociologie des professions. Courant qu'on ne retrouvait pas traditionnellement en Europe, maintenant qui commence à gagner le monde européen, qui est un courant typiquement européen, nord-américain.
Donc, il y a une sociologie, par exemple, en Europe, il y a une sociologie du travail ou une sociologie industrielle. En France, il y a une puissante tradition de sociologie du travail. Aux États-Unis, il y a une très puissante tradition de sociologie des professions. Certains des plus grands sociologues américains ont sacrifié des heures et l'huile de leur esprit à comprendre les professions. Par exemple, Talcott Parsons, toute la tradition interactionniste symbolique a travaillé, Hughes, par exemple, sur les thématiques des professions. Donc, c'est un sujet sur lequel il y a des milliers, des dizaines de milliers de travaux. Qu'est-ce que nous dit cette sociologie-là? De manière générale, les sociologues se sont largement intéressés aux caractéristiques des professions. Et souvent, dans la tradition fonctionnaliste américaine, dont le père fondateur est Talcott Parsons, là, on a identifié les caractéristiques des professions. Par exemple, souvent en prenant la profession médicale comme exemple, on dit un professionnel, c'est quelqu'un qui a une expertise scientifique. C'est quelqu'un qui est orienté par une éthique du service à ses clients, par exemple aux patients. C'est quelqu'un qui a par définition une formation universitaire de haut niveau. C'est quelqu'un qui exerce un contrôle sur ses pairs. Oui, parce que seul un professionnel peut évaluer le travail d'un autre professionnel. Un professionnel, c'est aussi quelqu'un qui dispose d'une grande autonomie. C'est quelqu'un qui possède un statut social élevé, en tout cas normalement plus élevé que celui des métiers ou des techniciens. Souvent, les professionnels dans les hiérarchies salariales sont mieux payés que les autres groupes de travailleurs. Et finalement, une profession se caractérise toujours par l'existence d'un ordre, c'est-à-dire d'un regroupement reconnu légalement par l'État. Donc, la sociologie a énuméré des caractéristiques des professions. Cependant, ces caractéristiques-là ne sont pas tous sur le même pied. Je voudrais, de manière très simple, illustrer ce qui me semble les enjeux centraux de la définition d'une profession dans le contexte nord-américain. Une profession, fondamentalement, en Amérique du Nord, c'est un groupe qui contrôle un champ de travail. Ce contrôle-là peut s'exercer de façon monopolistique. C'est-à-dire que si vous voyez mon transparent, le groupe acquiert un contrôle sur les actes professionnels. Par exemple, en Amérique du Nord, seuls les médecins ont le droit de poser des actes médicaux. Seuls les ingénieurs ont droit de poser des actes d'ingénierie. Seuls les dentistes ont droit de poser des actes de dentisterie. Toutes les autres personnes, celles qui ne sont pas formées, les charlatans, ceux qui viennent de l'extérieur, ceux qui ont d'autres formations, sont interdits de poser ces actes-là et ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux. Donc, c'est important pour comprendre c'est quoi une profession. Une profession, c'est d'abord le contrôle d'un champ de travail par un groupe. Ce contrôle-là s'exerce d'abord sur les actes. Qui a droit de faire ces actes-là? Pour les enseignants, on doit se poser la question, est-ce que les enseignants contrôlent les actes pédagogiques qui se déroulent en classe? Est-ce que d'autres personnes peuvent réaliser ces actes-là? J'y reviendrai à cette question-là tantôt. Donc, une profession, c'est un groupe qui exerce un contrôle sur un champ de travail ou un territoire de travail. Ce contrôle-là étant variable, mais dans certains cas, des professions très puissantes comme les médecins ou les avocats ou les ingénieurs, ce contrôle-là prend la forme d'un monopole. Un deuxième contrôle, non seulement il exerce un contrôle sur les actes, le groupe, mais il exerce aussi un contrôle sur les titres. Non seulement je ne peux pas exercer un acte médical, mais je ne peux pas mettre le mot « docteur » sur la porte de mon bureau. Pourtant, moi, j'ai un doctorat, j'ai même un post-doctorat. Je suis docteur. J'ai une formation en philosophie. Je devrais mettre sur mon bureau « Maurice Tardif, docteur en philosophie ». C'est interdit. Je ne peux pas utiliser le titre de docteur. Ce que je dois mettre, c'est PhD, Philosophia Doctoris, en philosophie. Par conséquent, non seulement les actes médicaux sont protégés, mais le titre est protégé aussi. Ce n'est pas le cas de toutes les professions. Certaines professions ont un titre protégé et n'ont pas les actes protégés.
Exemple, les thérapeutes. Les psychologues, leur titre est protégé. Personne ne peut s'appeler psychologue, mais beaucoup de personnes pratiquent des thérapies, donc des actes thérapeutiques, sans avoir le titre de psychologue. Et je sais que c'est exactement la même situation en France. Donc, premier contrôle, contrôle sur les actes. Deuxième contrôle, contrôle sur les titres. Troisième contrôle, le contrôle sur les pairs. Ça, c'est fondamental dans une profession. Une profession se distingue des autres occupations par le fait que ce sont les professionnels qui se contrôlent eux-mêmes. Dans les autres occupations, les travailleurs sont contrôlés par des instances supérieures hiérarchiques. Les professionnels se contrôlent eux-mêmes, contrôlent les pairs. Comment s'exerce ce contrôle-là? Il s'exerce sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est celui de la formation. Une profession contrôle sa formation. Les universités qui forment des professionnels ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Au contraire, leur formation est étroitement encadrée par l'ordre professionnel qui leur dit quoi enseigner, comment, et qu'est-ce qui est reconnu comme programme et qu'est-ce qui n'est pas reconnu comme programme. Donc, les programmes universitaires dans les professions doivent être agréés, reconnus par les ordres professionnels. Deuxièmement, les professions contrôlent aussi l'accès à la profession. N'entre pas dans une profession qui veut, même si tu as un diplôme universitaire agréé par la profession. Au contraire, tu dois devenir membre de l'ordre professionnel, payer des frais et participer aux activités de la profession. Donc, les entrants dans une profession sont contrôlés par la profession. Souvent, les professions exercent ce qu'on appelle des numerus clausus, c'est-à-dire un contrôle des contingentements des futurs professionnels. Exemple, en Amérique du Nord, les médecins contrôlent l'accès à leur profession en fermant les portes de la profession, ce qui introduit une rareté du nombre de médecins et permet par conséquent de bonifier le salaire des médecins déjà en place parce qu'ils répondent à une demande plus grande que l'offre. C'est dénoncé quotidiennement, mais personne ne réussit à renverser le pouvoir des médecins. Finalement, une profession exerce aussi un contrôle disciplinaire sur ses membres. Par exemple, en Amérique du Nord, tous les professionnels doivent obligatoirement faire une formation continue. En même temps, un professionnel est par définition imputable de ses actes. Bien sûr, si je suis un professionnel et je contrôle mon travail, le fait de contrôler mon travail me rend responsable de la qualité des résultats de mon travail. Par conséquent, je puis être poursuivi devant mon ordre professionnel si on fait la preuve que j'ai réalisé mon travail avec une qualité inférieure aux règles de l'art. Donc, j'aimerais bien que vous entendiez ce que je dis. Une profession en Amérique du Nord, c'est fondamentalement un groupe qui réussit à contrôler son champ de travail, ses actes, ses titres, sa formation, ses entrées, ses collègues, et qui, à la limite, exerce un effet de monopole sur ce champ-là. Donc, la profession, au sens strict, c'est un processus à travers lequel un groupe de travailleurs, à travers des négociations avec l'État, avec les universités, avec les clients, avec la société, par exemple, d'autres groupes de travailleurs, réussit à contrôler son champ de travail, ses actes, ses titres, sa formation et ses membres. La professionnalisation est donc un processus de pouvoir qui vise à établir un monopole sur un champ de pratique. Ce n'est rien d'autre que ça, et c'est tout ça. Or, en Europe, ces dimensions de pouvoir sont, à ma connaissance, souvent minorées, voire totalement escamotées. Quand j'écoute mes collègues ou quand je lis mes collègues européens, je parle des gens en sciences de l'éducation, je ne parle pas des gens en sociologie qui sont souvent familiers avec ces thématiques-là. Je parle des gens en sciences de l'éducation. Par exemple, si je regarde ce qui se fait en France, en Suisse, en Belgique, sur la professionnalisation depuis 20-25 ans. Je pense par exemple aux travaux remarquables de Philippe Pernoud, de Marguerite Altais en France, de Léopold Paquet qui est décédé malheureusement il y a quelques mois en Belgique, de dizaines d'autres de chercheurs que je ne peux pas mentionner de mémoire. Tous ces gens-là travaillent sur la professionnalisation de l'enseignement,
Mais comment l'enseignement professionnel est-il conçu? Bien souvent, le professionnel en France, en Belgique et en Suisse est réduit au rang d'expert. On met l'accent sur l'expertise. Or, l'expertise, comme je le mentionnais tantôt, n'est qu'un aspect de la profession. C'est un aspect qui reçoit une légitimation de l'université, mais la profession ne se réduit pas à l'expertise. Il y a beaucoup d'experts dans nos sociétés qui ne sont pas des professionnels. Avoir une expertise ne suffit pas à faire de soi un professionnel dans le modèle nord-américain. Par exemple, lorsque je lis les ouvrages européens, l'enseignant professionnel, et là je cite quasiment de mémoire des textes de mes collègues français, belges et suisses, l'enseignant professionnel est vu comme un expert de la pédagogie, une sorte de praticien réflexif qui mobilise dans l'action en classe des compétences qui contribuent à la qualité de l'apprentissage des élèves. Donc, les collègues européens focalisent sur la dimension expertise et laissent de côté les autres dimensions qui sont celles du contrôle, du pouvoir et de l'autonomie propre aux professionnels. Donc, ça m'apparaît peut-être la différence la plus centrale qu'il y a entre les études sur la professionnalisation de l'enseignement en Amérique du Nord et celles que je vois qui caractérisent les sciences de l'éducation en France, en Belgique et en Suisse romande. On met l'accent principalement sur l'expertise. Et ce que je constate, par exemple, en France et en Europe francophone depuis une quinzaine d'années, il y a beaucoup d'études qui s'intéressent au travail des enseignants, notamment des études micro sur la cognition située, sur la construction des savoirs en contexte, sur l'ergonomie de l'action, l'ergonomie de l'activité ou la psychologie du travail à la CLO, etc. Toutes ces études-là aussi sont très centrées sur les dimensions cognitives de l'enseignement, sur le jugement professionnel, sur la réflexion dans l'action, sur la pensée du professionnel qui agit dans le contexte de la classe, etc. Mais, encore une fois, j'insiste, les aspects cognitifs et les aspects expertise ne suffisent pas à définir un professionnel. Ces études-là laissent dans l'ombre tout le processus de pouvoir que les sociologues américains avaient appelé le power approach, l'approche du pouvoir, pour comprendre le développement d'une profession. Si on s'intéresse aux enseignants français, il y a à peu près 1 million d'enseignants en France, aux dernières statistiques que je lisais, là, la question qu'il faut se poser, et que je me pose comme Nord-Américain, c'est est-ce que les enseignants français sont des experts de la pédagogie? J'imagine que oui, ces enseignants français ont une bonne réputation, mais ça ne suffit pas de faire d'eux des professionnels. Il faudrait se demander, par exemple, est-ce que les enseignants français contrôlent leur formation? Est-ce que les enseignants en France ont un mot à dire sur leur formation? Est-ce qu'il y avait un mot à dire sur les anciennes écoles normales? Est-ce qu'il y avait un mot à dire, je parle collectivement, là, comme groupe, je ne parle pas comme individu, là. Est-ce qu'il y avait un mot à dire sur la formation en IUFM? Est-ce qu'ils ont un mot à dire sur les nouvelles instituts qui naissent dans les universités tant bien que mal? Moi, il me semble que non. Est-ce que les enseignants français contrôlent d'une manière ou d'une autre leur pairs? Est-ce qu'ils participent à l'évaluation de leur pairs? Est-ce qu'il y a une évaluation? Est-ce qu'ils contrôlent l'accès à leur profession? Est-ce que c'est l'État qui contrôle l'accès ou c'est la profession elle-même qui contrôle l'accès à la profession enseignante? Quelle est la part d'autonomie des enseignants français? Leur pouvoir de décision, par exemple, par rapport à leurs actes d'enseignement, curriculum, gestion des élèves. Est-ce que ce sont des fonctionnaires pris dans une structure hiérarchique ou ce sont des professionnels capables d'autonomie et qui possèdent un pouvoir de gérer leurs propres actes? Ce sont des questions qu'on doit soulever lorsqu'on s'intéresse au professionnalisme des enseignants, qu'ils soient au Québec, au Canada, en France, en Belgique ou en Suisse. Donc, ma conclusion de la seconde partie est la suivante. Lorsqu'on s'intéresse à la professionnalisation de l'enseignement, notamment dans une perspective politique et comparative, on ne peut pas se satisfaire d'un beau discours sur l'expertise, sur le savoir situé ou sur la cognition dans l'action. Il faut prendre en compte des éléments sociaux de pouvoir, de contrôle, de lutte, à la fois du champ de travail, de la formation, du groupe de pairs, de la discipline exercée par l'autre professionnel, etc.
Donc, ce sont tous des dimensions qui me semblent, moi, au cœur de la professionnalisation de l'enseignement et qui mériteraient d'être davantage développées dans les sciences de l'éducation en France. Je ne parle pas des sociologues, là, parce qu'il y en a qui connaissent ces formations, mais je parle plutôt des gens qui s'intéressent à la formation des mains. Donc, je ne veux pas vous assommer par un long discours. Là, je vais aborder la dernière partie de manière très rapide. Je vous disais tantôt, la professionnalisation, c'est une vieille histoire, c'est une histoire ancienne, mais c'est vrai que depuis les années 80, il y a un nouveau redémarrage de la professionnalisation, notamment à cause du mouvement américain et anglo-saxon. Vous savez, le Canada et notamment le Québec, c'était très petit à côté des États-Unis. Il y a 330 millions d'Américains, 33 millions de Canadiens et 8 millions de Québécois. On dit souvent au Canada et au Québec, quand les États-Unis attrapent la grippe, le Canada, la fièvre et le Québec éternue. Donc, pour vous dire que les idées américaines pénètrent à une vitesse folle ici et que la professionnalisation, dès le début, a commencé à gagner le Québec et le Canada anglais. 30 ans plus tard, quel bilan peut-on faire de la professionnalisation de l'enseignement en Amérique du Nord et au Québec et au Canada? Je vous disais tantôt, j'ai commencé ma carrière dans les années 80, à peu près en 85. J'étais chercheur à l'Université de Montréal. Je travaillais avec mon vieil ami Claude Lessard, qui est président du Conseil supérieur de l'éducation aujourd'hui. Et au commencement, dès le début de ma carrière, le mouvement de professionnalisation a été lancé. Donc, ma carrière, depuis 30 ans, est immergée dans le mouvement de professionnalisation. J'étais étudiant au doctorat et on commençait déjà à parler de ces questions-là. Et j'ai vu tous les débats traverser la société québécoise, la société nord-américaine sur la professionnalisation. Je vieillis, 30 ans plus tard, je regarde en arrière et je me dis, quel bilan peut-on faire du mouvement de professionnalisation en Amérique du Nord? Je vous disais tantôt, j'ai un regard assez pessimiste sur ce qui se passe dans le monde enseignant nord-américain. Je vais me limiter ici à parler du Québec. Mais ce que je vais dire du Québec, grosso modo, s'applique aux États-Unis, mais en pire. La situation actuelle des enseignants américains me semble pire que celle des enseignants québécois ou canadiens. Bon. Je vais vous présenter très succinctement des phénomènes qui mériteraient un long développement. Premièrement, je voudrais attirer votre attention sur un phénomène majeur qu'on retrouve partout en Amérique du Nord et notamment au Québec, c'est celui de la précarisation du travail des enseignants. On trouve en Amérique du Nord et notamment au Québec de plus en plus d'enseignants à temps partiel. Au Québec, depuis les années 80 jusqu'aux années 2014, 2015 bientôt, autour de 40% de la profession enseignante est à statut précaire. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, l'enseignement est un marché du travail libre. C'est-à-dire que lorsque les enseignants sortent des institutions de formation, les universités ou autres, c'est eux qui doivent trouver un boulot. Par conséquent, il y a une compétition. Et cette compétition-là se traduit par une partie du corps enseignant qui obtient des postes réguliers à temps plein et une autre partie qui obtient des postes à statut précaire. Donc, c'est un phénomène majeur qui caractérise la profession enseignante nord-américaine. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'enseignants qui sont à statut précaire. Ces enseignants-là héritent de ce qu'on appelle, en sociologie, Hughes appelle ça, le sale boulot. C'est-à-dire que parce que tu es précaire, tu dois travailler dans plusieurs écoles. Tu hérites des classes souvent les plus difficiles. Tu n'es jamais intégré au sein des équipes écoles. Pourquoi? Parce que les équipes écoles, les directions d'établissement, ne souhaitent pas mettre d'énergie sur une personne dont ils savent qu'elle va quitter pour une autre école dans quelques mois. Donc, ce n'est pas un phénomène anodin, ça. Près d'un enseignant sur deux en Amérique du Nord est à statut précaire. Une très grande chercheuse américaine, Darling Hammond, parlait il y a quelques années d'un phénomène de dualisation de la profession. Il y a deux professions en Amérique du Nord.
Il y a une profession enseignante dont les enseignants sont permanents, mais ont des droits acquis depuis longtemps, qui sont syndiqués. Et une autre profession qui est précaire, qui est à statut fragile et qui souvent travaille dans les pires conditions. Par exemple, dans les banlieues des villes américaines, dans les dortoirs noirs des villes américaines où est la violence. Ici, à Montréal, dans les quartiers les plus défavorisés. Et il y a une dualisation de la profession enseignante. Loin de s'en aller vers une professionnalisation, on constate que le discours professionnel s'accompagne, et là j'ose utiliser ce mot, d'une prolétarisation d'une partie des enseignants. Cette prolétarisation-là est accentuée par un phénomène dont j'ai glissé un mot précédemment, c'est celui de l'essor faramineux du personnel technique et paratechnique en Amérique du Nord. De plus en plus, on trouve dans les écoles nord-américaines des agents techniques qui ont une formation, secondaire ou bien de niveau collégial, je dirais, correspond aux maturités suisses et au lycée français, donc autour de 13 ans de scolarité, ce n'est pas des formations universitaires. Ces agents techniques-là, leur nombre a été multiplié de façon faramineuse et une partie de ces gens-là occupent le territoire des enseignants, notamment tout le territoire des élèves dits à risque ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, ou les élèves ayant des handicaps physiques ou moteurs ou intellectuels. Ces élèves-là, c'est important, c'est 20% des populations scolaires nord-américaines. Donc, non seulement il y a une partie des enseignants qui est affectée par des phénomènes de précarisation, mais on voit se développer à l'intérieur de l'école nord-américaine des champs de travail technique. Il y a une technologisation de la pédagogie. Comme si le discours sur la professionnalisation s'accompagnait de l'émergence de corps techniques. C'est un phénomène important, ça. C'est un phénomène politique. L'école nord-américaine qui prétend professionnaliser ses enseignants depuis 30 ans, et même, comme je l'ai dit au début, depuis un siècle, on voit émerger à côté des enseignants des corps de techniciens qui prennent de plus en plus de place dans l'école. Il faut interroger les politiques éducatives qui conduisent à l'émergence de corps de ces techniciens-là. Or, ce qui est étrange, au Canada et aux États-Unis, il n'y a pas de politique officielle qui conduise à l'embauche de ces techniciens-là. Au Québec, le nombre de techniciens a été multiplié de manière effarante. Il n'y a aucun débat public, aucune politique gouvernementale qui a soutenu cette multiplication du personnel technique. Il s'agit fondamentalement d'enjeux économiques et d'enjeux liés à l'organisation du travail scolaire. Un autre phénomène important en Amérique du Nord, le décrochage des enseignants. Je cite de mémoire les statistiques américaines. Aux États-Unis, après 3 ans, 30% des enseignants qui ont été engagés dans les écoles quittent la profession. Au bout de 5 ans, c'est 50%. Donc, un enseignant sur 2 quitte la profession au bout de 5 ans. Au Canada, compte tenu qu'il n'existe pas de ministère fédéral de la statistique et que le gouvernement Harper n'aime pas les enquêtes des scientifiques, il a sabré dans toutes les ressources scientifiques gouvernementales. On n'a malheureusement pas de statistiques là-dessus. Mais on sait approximativement que ça tourne au Québec autour de 20%. Les chiffres canadiens doivent être similaires. Mais la situation, comme je le disais, est pire aux États-Unis. Il y a un taux de décrochage. Ça veut dire que l'enseignement n'est plus une profession attractive. Les gens la quittent. Les gens quittent la profession. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, et c'est la même chose en Europe, l'enseignement reste une profession profondément féminine. Or, dans les années 40, les femmes qui se scolarisaient, par exemple, dans les écoles normales au Québec, lorsqu'elles quittaient l'école, leurs possibilités d'emploi étaient très limitées. Elles devenaient enseignantes ou elles se mariaient. C'était la même chose pour les femmes de l'époque. On disait au Québec, les femmes ont 3 métiers, les femmes scolarisées. Elles deviennent infirmières, secrétaires ou enseignantes. Or, aujourd'hui, les jeunes femmes qui vont à l'université au Québec et aux États-Unis, au Canada anglais,
Ces jeunes femmes-là ont beaucoup plus de possibilités d'emploi que de devenir enseignantes. Pendant des décennies, les jeunes femmes étaient captives de l'enseignement ou du métier d'infirmière. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'enseignement n'est plus un métier attractif. Dans nos universités, on attire souvent des candidats plus faibles que dans les autres facultés. C'est un métier qui suscite le décrochage. Un autre phénomène important, c'est qu'on observe depuis une trentaine d'années une intensification et une complexification du travail des enseignants. Être enseignant aujourd'hui est plus difficile qu'il y a 30 ou 40 ans. Non pas en termes d'heures ou de nombre d'élèves. Les enseignants en 2015, 2014 au Québec et partout dans le monde, en réalité, les chiffres de l'OCDE le montrent et l'UNESCO, les enseignants travaillent moins d'heures aujourd'hui qu'ils pouvaient en travailler, par exemple, entre les deux guerres mondiales. Le nombre d'élèves par classe diminue de manière faramineuse. Les enseignants en 1940 avaient 50 élèves dans une classe au primaire. Aujourd'hui, ils en ont à peine 20-25. Donc, ce n'est pas la charge de travail quantitative, c'est la charge de travail qualitative. Les publics d'élèves sont beaucoup plus variés. Ils ont des tendances plurielles, des besoins pluriels, hétérogènes. Je vous donne mon exemple. Par exemple, moi, j'ai fait mon primaire au début des années 60. J'étais dans un quartier ouvrier, je viens d'une famille ouvrière. Dans mon école et dans ma classe, il y avait seulement des enfants blancs et blonds. La plupart étaient blonds comme moi, les petits Canadiens français, les petits Québécois. Ils étaient tous catholiques, unilingues français. Et tous avaient, pour la plupart, un papa, une maman et des frères et des sœurs. Aujourd'hui, dans le même quartier, qui est un quartier très connu au Québec, au Canada, qui s'appelle Hochelaga Maisonneuve, du nom d'un chef indien, Hochelaga Maisonneuve. Une classe est constituée d'enfants qui peuvent parler des langues différentes à la maison. Ces enfants n'ont pas la même culture. Ils n'ont pas la même origine ethnique. Dans certaines classes, il n'y a même plus de Québécois francophones. Certaines écoles de Montréal sont formées à 90% d'élèves qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, qui parlent d'autres langues que le français ou l'anglais. En même temps, on observe une complexification des modèles familiaux. L'enseignant ne peut plus s'adresser au papa et à la maman comme c'était le cas en 1960. Le papa et la maman, on ne sait plus trop qui ils sont. Famille recomposée, famille défaite, famille monoparentale, extrêmement nombreuses, souvent très pauvres. Bref, l'acte d'enseigner est plus complexe par rapport au public, et plus complexe par rapport aux attentes de la société et de l'État et du gouvernement à l'endroit des enseignants. On veut non seulement que les élèves aillent à l'école, mais on veut qu'ils réussissent. Donc, on met de la pression sur les enseignants, non seulement pour une question d'égalité des chances, mais une question d'égalité de succès. Et on veut que les enseignants soient imputables du succès scolaire de leurs élèves. Ce qui est extrêmement complexe, parce qu'un enseignant peut être tenu responsable des actes qu'il pose avec ses élèves, donc il peut être tenu responsable des actes pédagogiques, mais il peut être difficilement tenu responsable des résultats de sa pédagogie auprès de ses élèves, parce que les résultats de l'apprentissage sont conditionnés par l'origine de l'enfant, le milieu familial, sa famille, son quotient intellectuel, ses relations avec ses amis, et parmi les facteurs. Donc, il y a une pression accrue sur les enseignants pour accroître la qualité de l'apprentissage de leurs élèves, être imputable, et en même temps, cette pression-là se traduit par une souffrance des enseignants par rapport au métier. Ce qui explique aussi le décrochage, l'abandon et un taux incalculable de dépression et de burn-out dans la profession enseignante au Québec, mais en France aussi, aux États-Unis aussi. Un autre phénomène, c'est l'empilement des réformes. L'école nord-américaine, depuis la Deuxième Guerre mondiale, est en réforme perpétuelle. C'est la même chose en France. L'école, c'est un chantier perpétuellement inachevé. Tantôt, c'est des logiques top-and-down, tantôt, c'est des logiques bottom-up. On veut mobiliser les troupes. On dit on va créer un professionnalisme collectif.
les enseignants doivent partager leur travail avec d'autres acteurs, doivent devenir les interlocuteurs des parents. On va favoriser le travail collectif. Les enseignants doivent participer à la vie de l'école, à l'équipe école. L'école doit être un espace de promotion auprès de la population des quartiers où elle est située. Bref, il y a depuis 30, 40, 50 ans un empilement de réformes qui finit par essouffler les enseignants et qui finit parfois par les désorienter. Je vous disais tantôt, les enseignants sont-ils même des experts? On constate au Québec, en Amérique du Nord, comment les enseignants sont des experts souvent ballottés et contestés. Si l'expertise est à la base du professionnalisme, comme le pensent certains chercheurs en sciences de l'éducation en France, alors une chose qu'il faut dire, c'est que les enseignants nord-américains sont des experts contestés. Sont des experts contestés par les parents, sont des experts contestés par les médias, sont des experts contestés par les universitaires. Combien de collègues ici disent et croient que les enseignants ne savent pas enseigner? Sont des experts contestés dans la mesure où on les soumet à des évaluations externes, on les soumet à des tests, on veut les évaluer. Bref, le lien de confiance entre la profession et l'État est largement rompu parce qu'on veut évaluer les enseignants à partir de critères externes à la profession. Et finalement, leur autonomie professionnelle est très faible. Donc, c'est un constat un peu noir que je fais de la profession enseignante nord-américaine. Cependant, comme je l'ai mentionné au début, il est clair que la professionnalisation est un processus à long terme. Je l'ai dit, elle a commencé dès le 19e siècle et elle va sans doute perdurer dans les prochaines décennies. La profession enseignante en Amérique du Nord, depuis une trentaine d'années, traverse une phase extrêmement difficile de son histoire. Il est possible que dans les prochaines années, cette phase se transforme et s'améliore. Il est possible qu'une véritable professionnalisation revienne à l'ordre du jour. Mais pour le moment, je considère que la professionnalisation des enseignants en Amérique du Nord est un mouvement largement bloqué. Écoutez, je vous remercie de prendre le temps de m'écouter. Merci, bonjour, bonne journée.